Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode absolument bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle. L'épisode du Incérédate s'annonce intense, haletant et profondément émotionnel. Entre la trahison glaçante d'Apolline, l'effondrement d'Ulysse, la disparition de Luna et l'angoisse de Babette, rien ne semble pouvoir enrayer la spirale dramatique qui s'abat sur le Mistral. Nous allons assister à une véritable chute libre émotionnelle. D'un côté, Apolline, prise au piège de ses mensonges, voit son monde s'écrouler sous les yeux d'Ulysse, l'homme qu'elle a trahi. De l'autre, Luna et Chloé sont toujours tenues captives dans un lieu sordide, sans secours à l'horizon, tandis que Chloé, en proie à une fièvre délirante, glisse vers le pire. Et pendant ce temps, Babette, seule face à ses doutes et à l'indifférence de Patrick, décide de prendre les choses en main, même si cela signifie affronter la vérité seule. Préparez-vous à un épisode où chaque regard cache un secret, chaque parole peut briser un lien, et chaque seconde rapproche les personnages d'un point de non-retour. C'est maintenant que tout se joue. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les tensions montent d'un cran au Mistral, et chaque personnage semble être au bord d'un point de bascule. Tandis que Luna et Chloé demeurent séquestrées dans un lieu insalubre, l'inquiétude se propage. La chaleur étouffante, l'état fébrile de Chloé et l'impuissance de Luna nourrissent un climat d'angoisse oppressant, alors qu'aucun secours ne semble venir. Pendant ce temps, Babette, isolée et rongée par les non-dits, commence à douter de la solidité de son couple avec Patrick. La disparition de Luna la trouble profondément, mais elle sent aussi une distance croissante avec son mari, qui, accaparé par l'enquête, semble s'éloigner d'elle. Une faille intime s'ouvre lentement entre eux, laissant place à l'ombre du doute et du désamour. De son côté, Ulysse vit un coup de massue. Alors qu'il pensait Apolline encore convalescente après sa chute spectaculaire, il la voit réapparaître au cabinet d'avocat comme si de rien n'était. Ce retour soudain le désarçonne, d'autant plus qu'elle tente de minimiser les faits. Apolline affirme qu'elle va mieux, qu'elle est prête à reprendre le travail. Mais Ulysse sent que quelque chose cloche. Et ses doutes ne vont pas tarder à se confirmer. En effet, il met la main sur un document troublant, puis intercepte un échange révélateur. La vérité éclate brutalement, Apolline lui ment depuis le début. Non seulement elle cache l'origine réelle de sa chute, mais elle dissimule également un lien compromettant avec un autre personnage du cabinet, possiblement Sébastien Rivoire ou même Viviane. Cette trahison ravive chez Ulysse une vieille blessure, celle de la manipulation, du mensonge, et il comprend qu'Apolline joue un double jeu dangereux. Le choc est immense, car il l'aimait sincèrement. Ce nouvel épisode s'annonce aussi haletant que poignant, entre la captivité de Luna et Chloé, la crise sentimentale de Babette, et la trahison d'Apolline, Plus belle la vie. Encore plus belle promet une fois de plus de frapper fort. Les masques tombent, les tensions explosent, et les alliances risquent de voler en éclats. Ulysse, de plus en plus perplexe, confronte Apolline après avoir constaté une étrange absence de réaction de la part de l'université. Il lui explique qu'il n'a reçu aucun message officiel de félicitations ni de soutien à propos de sa prétendue réussite au barreau, un silence institutionnel qui lui semble pour le moins suspect. Surtout pour une élève aussi brillante que celle qu'elle prétend être. Cette incohérence vient semer le doute dans son esprit et le pousse à remettre en question la sincérité de celle en qui il plaçait toute sa confiance. Face à lui, Apolline perd peu à peu contenance. L'assurance affichée lors de son retour au cabinet laisse place à une inquiétude palpable. Derrière son sourire forcé, la peur grandit, celle de voir son mensonge s'effondrer, celle d'être démasquée. Car en vérité, Apolline n'a pas obtenu le barreau. Elle a échoué à l'examen, un échec qu'elle n'a jamais osé assumer. Rongée par la honte et la pression de ne pas décevoir, elle a préféré dissimuler la vérité à Ulysse, lui faisant croire qu'elle était désormais avocate, prête à embrasser sa carrière. Mais aujourd'hui, le château de cartes menace de s'écrouler. Chaque question d'Ulysse est un coup de plus porté à son mensonge. Et Apolline le sait, si la vérité éclate, ce ne sera pas seulement sa crédibilité professionnelle qui s'effondrera, mais aussi le lien fragile qu'elle a tenté de reconstruire avec Ulysse. Alors,
Jusqu'où ira-t-elle pour sauver les apparences? Et Ulysse, que fera-t-il une fois la supercherie dévoilée? La trahison d'Apolline pourrait bien marquer un tournant irréversible dans leur relation. Plus tard dans la matinée, déterminé à éclaircir les doutes qui l'assaillent, Ulysse se rend directement à l'université de Marseille. Il obtient un entretien avec le doyen, espérant glaner des informations précises sur le parcours d'Apolline. Son objectif est clair. Vérifier si la jeune femme a réellement obtenu son diplôme du barreau comme elle le prétend. Il formule sa demande avec discrétion, en demandant simplement au doyen de garder un œil sur elle, arguant d'un comportement qu'il juge instable depuis sa prétendue réussite. Mais la réponse du doyen est brutale, déconcertante. « Apolline ? Je ne la connais pas. Je ne l'ai pas remarquée. » Une phrase lapidaire, mais lourde de conséquences. Dans le monde académique où tout est scruté, comment une étudiante récemment admise au barreau pourrait-elle être aussi invisible? Cette déclaration vient confirmer les soupçons d'Ulysse. Il comprend que le mensonge d'Apolline va bien au-delà d'une simple omission. C'est toute une mise en scène qu'elle a construite autour de lui. Plus tard dans la journée, le ton change. Froid, lucide, Ulysse convoque Apolline dans son bureau. L'ambiance est tendue, presque solennelle. Sans hausser le ton, mais avec une autorité tranchante, il lui tend la robe d'avocat qu'il lui avait offerte, ce symbole fort, chargé d'honneur et de confiance. Il l'invite calmement à l'enfiler, comme elle l'a fait le jour où elle a prétendu avoir été reçue. Lorsqu'elle s'exécute, mal à l'aise, Ulysse laisse tomber la phrase qui claque comme une gifle. Cette robe, pour pouvoir la porter, il faut en être digne. Un silence pesant s'installe. Apolline baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. À cet instant précis, tout vacille. L'homme qu'elle a dupé pendant des semaines est là, droit, blessé, mais implacable. Il n'a pas besoin de l'accuser. Ces mots, simples mais ciselés, suffisent à tout dire. Ce moment de confrontation cristallise la chute d'Apolline. Entre trahison personnelle, mensonge professionnel et humiliation intime, elle se retrouve face à elle-même, nue sous les apparences qu'elle s'était fabriquées. Et pour Ulysse, ce n'est plus une histoire d'échec scolaire, mais une trahison morale. La suite s'annonce cruelle. Dans Plus belle la vie. Encore plus belle, les masques tombent et les blessures morales s'ouvrent avec violence. Pour Apolline, l'heure de vérité sonne enfin. Lorsqu'elle entre une dernière fois dans le bureau d'Ulysse, elle sent immédiatement que quelque chose a changé. Le regard qu'il pose sur elle n'est plus teinté d'admiration ou de bienveillance, mais de froideur, de douleur contenue. Ulysse n'a plus besoin de poser de questions. Le silence, son attitude distante, les gestes mesurés, tout lui dit qu'il sait. Alors Apolline craque. Elle avoue, la voix tremblante, le visage ravagé par la culpabilité. Elle reconnaît avoir menti sur toute la ligne, son échec au barreau, son retour précipité au cabinet, les faux semblants, les détours, les faux espoirs. Elle tente de s'excuser, de justifier son geste par la peur de décevoir, par une pression qu'elle ne savait plus gérer. Mais Ulysse reste droit, brisé dans sa fierté. Les yeux embués de larmes qu'il retient difficilement, il lâche dans un souffle. « Je vous ai toujours fait confiance. Aujourd'hui, je me sens humilié. » C'est une sentence plus douloureuse qu'un cri. Une rupture profonde. Il ne lui en veut pas seulement pour avoir menti. Il lui en veut de l'avoir pris pour un idiot, de l'avoir manipulé alors qu'il l'avait soutenu. Cru, valorisé. D'un ton ferme, sans haine mais sans appel, il conclut. Récupérez vos affaires. Et ne remettez plus jamais les pieds ici. Apolline s'effondre intérieurement. Elle sort. La robe d'avocat encore en main, mais cette fois, elle n'a plus rien d'un costume d'avenir. Elle n'est qu'un vêtement vide, symbole d'une ambition fracassée par le mensonge. Pendant ce temps, dans un recoin sombre de la ville, Luna et Chloé vivent l'enfer. Retenues prisonnières dans l'appartement lugubre du gardien, elles n'ont aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Les heures passent, étouffantes, pesantes. Luna, toujours lucide malgré la peur, tente de garder le contrôle de la situation. Mais elle voit bien que l'état de Chloé s'aggrave. Allongée sur un vieux matelas,
trempée de sueur, Chloé délire. Sa fièvre la consume peu à peu. Elle murmure des mots incohérents, se débat parfois dans le vide, perdue dans un monde parallèle. Luna, affolée, supplie le gardien d'intervenir, de la laisser au moins sortir pour chercher des médicaments. Mais l'homme, impassible, se contente de secouer la tête. Personne ne sort d'ici. Sa voix est dure, son regard vide. Il n'a aucune intention de les libérer. Pire encore, il semble prendre un plaisir malsain à les maintenir sous son contrôle. Face à ce mur d'indifférence, Luna comprend qu'il ne leur reste plus que peu de temps, et qu'elles ne pourront compter que sur elles-mêmes pour s'en sortir vivantes. La tension est à son comble dans ce nouvel épisode. Entre la trahison d'Apolline, l'effondrement émotionnel d'Ulysse et la captivité angoissante de Luna et Chloé, plus belle la vie. Encore plus belle plonge ces personnages au cœur de leurs failles les plus intimes. Le danger est partout dans le mensonge, dans la solitude, et dans le silence de ceux qui détiennent le pouvoir de détruire des vies. Au commissariat, l'ambiance est tendue mais studieuse. Alors que l'enquête sur les vols de médicaments progresse, Patrick entre dans le bureau d'un pas déterminé. Il tient enfin des éléments concrets à partager avec Babette. En apparence, la nouvelle est rassurante, Chloé a été officiellement innocentée. Plus aucun doute ne plane sur son implication dans les effractions récentes. L'analyse des preuves, les témoignages recoupés, tout converge pour confirmer qu'elle n'avait rien à voir avec le trafic. Mais ce soulagement immédiat est de courte durée. Patrick poursuit, l'air grave. Il informe Babette qu'un sac à main a été retrouvé dans l'un des entrepôts liés à l'enquête. Rapidement identifié, il s'agit du sien. Un détail en apparence anodin, mais qui fait immédiatement basculer Babette dans un état de panique silencieuse. Derrière son calme apparent, son esprit s'emballe. Car elle le sait, à l'intérieur de ce sac se trouve la lettre de Mathieu, une lettre précieuse, intime, écrite dans un moment de trouble. Et qu'elle a gardée précieusement sans jamais oser en parler à Patrick. Cette lettre, si elle est lue ou découverte, pourrait remettre en question bien plus que leur confiance mutuelle. Elle incarne un PN caché de ses pensées, une part d'elle-même qu'elle n'a jamais osé livrer, ni à son mari, ni à personne. Alors, quand Patrick lui parle du sac avec détachement, Babette tente de rester de marbre, mais son regard se trouble. Elle acquiesce, mais au fond, une alarme intérieure vient de s'enclencher. Si cette lettre tombe entre de mauvaises mains, ou si Patrick la lit sans comprendre le contexte, cela pourrait déclencher une crise conjugale dont elle ne mesure pas encore l'ampleur. Entre la vérité qui éclate pour Chloé, le silence pesant autour de la captivité de Luna, la chute d'Apolline, et maintenant cette menace intime qui plane au-dessus de Babette, le quotidien au Mistral s'assombrit d'heure en heure. Comme un orage prêt à éclater. Les secrets mal enterrés refont surface. Et personne ne pourra prétendre qu'il ne les a pas vus venir. Plus tard dans la journée, dans l'atmosphère feutrée du cabinet médical du Mistral, Babette retrouve discrètement Mathieu. Son visage est tendu, ses gestes nerveux. Elle vient de lui annoncer que son sac à main, celui contenant la lettre de Mathieu, a été retrouvé par la police dans le cadre de l'enquête sur les médicaments volés. La nouvelle fait immédiatement grimacer le médecin, conscient de l'ampleur des complications que cette découverte pourrait provoquer, surtout vis-à-vis de Patrick. Dans un élan de loyauté et d'inquiétude sincère, Mathieu propose alors une solution directe. Je devrais peut-être aller parler à Patrick. Lui dire qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous. Que cette lettre n'est qu'un souvenir du passé. Qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter. Mais Babette hésite. Ce genre d'initiative, bien qu'animée par de bonnes intentions, risque d'avoir l'effet inverse. Car en voulant désamorcer un malentendu potentiel, Mathieu pourrait au contraire éveiller les soupçons de Patrick, qui jusque-là ignorait même l'existence de cette lettre. Une déclaration si soudaine, si inattendue, pourrait créer une tension encore plus grande. Pire, elle pourrait paraître comme une tentative maladroite de dissimuler quelque chose de plus grave. Babette le sait, Patrick n'est pas homme à se contenter de demi-vérités. Et s'il venait à apprendre cette histoire de la bouche de Mathieu, cela pourrait non seulement heurter sa fierté, mais briser un peu plus la confiance déjà fragilisée entre eux. Parfois,
En voulant bien faire, on ne fait qu'aggraver les choses. Alors Babette tempère, demande à Mathieu de ne rien faire dans l'immédiat. Elle préfère gérer cela à sa façon, mesurer les risques. Trouver le bon moment si tant est qu'il y en ait un pour parler à son mari. Car une chose est certaine, ce n'est pas à Mathieu de désamorcer cette bombe. Dans l'ombre des intrigues plus dramatiques qui se jouent autour de Luna et Chloé, cette tension plus intime, plus silencieuse, entre Babette, Patrick et Mathieu, risque elle aussi d'exploser, à sa manière. Et les dégâts pourraient être bien plus durables que prévu. Dans l'après-midi, l'angoisse monte d'un cran. Blanche, le visage fermé, croise Babette au cabinet médical. D'une voix inquiète, elle lui confie qu'elle est elle aussi sans la moindre nouvelle de Luna depuis plusieurs heures. Ce silence inhabituel, cumulé au fait que Luna ne s'est pas rendue à un rendez-vous prévu au pavillon des fleurs, commence sérieusement à alarmer les deux femmes. Pour Babette, c'en est trop. Déjà tourmentée par la situation autour de son sac retrouvé et la lettre de Mathieu, elle décide de foncer au commissariat pour prévenir Patrick. Elle entre dans le bureau de son mari sans même frapper, le regard déterminé, l'air grave. « Patrick, il faut que tu m'écoutes. Luna a disparu. Blanche non plus n'a aucune nouvelle. Ce n'est pas normal. Elle ne ferait jamais ça sans prévenir. Et tu sais comme elle tenait à Chloé. » Mais contre toute attente, Patrick réagit avec une désinvolture déconcertante. Il hausse à peine les yeux de son dossier, esquisse un soupir, et répond avec un calme irritant. « Tu sais, Luna est une grande fille. Elle est parfois impulsive, tu la connais. Elle s'est peut-être isolée un moment, où elle est en train de chercher Chloé à sa manière. On n'a pas de signalement officiel. Ce n'est pas une disparition inquiétante. Pas encore. » Ces mots tombent comme une gifle. Pour Babette, c'est l'incompréhension totale. Comment peut-il rester aussi passif, alors que tout indique qu'il se passe quelque chose de grave? L'attitude de Patrick, sa froideur, son manque d'empathie, tout en lui la révolte. C'est à peine si elle se retient de lui crier dessus. Sans ajouter un mot de plus, elle tourne les talons, furieuse. Blessée, déçue. Une colère sourde la consume, non seulement elle se sent seule face à ses soupçons, mais elle sent aussi que Patrick s'éloigne, comme sourd à tout ce qui la touche. Son inquiétude pour Luna, son trouble à propos de la lettre, tout cela semble n'avoir aucun poids à ses yeux. Alors qu'elle quitte le commissariat, le visage fermé, Babette comprend qu'elle va devoir agir par elle-même. Si Luna est réellement en danger, elle ne peut plus attendre l'aide de Patrick. Il va falloir chercher, fouiller, alerter, seul s'il le faut. Parce qu'au fond, elle le sent, quelque chose de grave est en train de se jouer, et le temps est compté. Au même moment, dans l'appartement lugubre où Luna et Chloé sont toujours tenues prisonnières, une tension glaciale s'installe. La fièvre de Chloé ne faiblit pas, son délire devient plus inquiétant. Sa respiration plus saccadée. Luna, à bout de nerfs, tente de rester forte, mais la peur commence à la gagner. C'est alors que la femme du gardien fait irruption dans la pièce. Froidement, avec un calme troublant, elle s'adresse à Luna, son regard aussi tranchant que sa voix. « Tu vas enregistrer un message vocal. Pour ta copine, Babette. Tu lui dis que tout va bien? Que t'as juste eu besoin de t'isoler un peu. Et tu souris. Parce que si tu le fais correctement, vous rentrez chez vous. Toutes les deux. » Luna reste figée. Elle comprend immédiatement ce que cette femme essaie de faire, un leurre, une mise en scène destinée à faire croire à une fugue volontaire, à détourner les soupçons, à gagner du temps. Ce n'est pas une proposition, c'est un chantage déguisé, une façon de l'obliger à mentir pour obtenir la liberté, avec en arrière-plan la santé de Chloé qui se dégrade d'heure en heure. Le dilemme est cruel, doit-elle obéir et trahir la vérité pour protéger leur vie? Ou refuser, au risque de précipiter Chloé vers une issue fatale? Elle jette un regard vers son ami, allongé. Le visage en sueur, incapable de prononcer un mot cohérent. Luna sent son cœur se serrer. Elle sait que ce message pourrait convaincre Babette de ne plus s'inquiéter, de ne pas relancer l'alerte. Mais elle sait aussi que refuser pourrait les condamner toutes les deux. Face à cette menace implacable, le compte à rebours est lancé. Et dans cette pièce étouffante,
Coupé du monde. Chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Voilà, vous l'avez compris, ce nouvel épisode de Plus belle la vie, encore plus belle est une véritable déflagration émotionnelle. Les masques tombent, les vérités éclatent, et les conséquences promettent d'être irréversibles. Apolline, désormais démasquée, voit s'envoler tout ce qu'elle avait construit sur du mensonge. Ulysse, blessé dans sa confiance et son amour, tire un trait sur leur histoire avec une dignité déchirante. Pendant ce temps, Luna, confrontée à un choix impossible, lutte pour la vie de Chloé. Prisonnière d'un piège aussi cruel que pervers. Et Babette, écartée, incomprise, commence à se dresser seule contre les silences et l'inertie. Le Mistral tremble, les alliances s'effondrent. Et les épreuves ne font que commencer. Une chose est certaine, la suite s'annonce encore plus intense, encore plus sombre, encore plus belle, à sa manière. N'oubliez pas de liker, commentez vos théories, et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très vite pour de nouvelles révélations au cœur du Mistral.